d'être présent à ce séminaire du MSS Math. Aujourd'hui, on a comme invité un très cher ami du labo, Régis Coutreau, qui était membre du MSS Math pendant longtemps. Et en plus, apparemment, il y avait un voisin de bureau génial. Mais malgré ça, il a décidé d'y aller au LMA Marseille, qui est intégré depuis un an et quelques mois. Et depuis, il est chez eux. Et aujourd'hui, il va présenter ses travaux avec Sharam, lui aussi vieille connaissance de MSS Math. Merci beaucoup Régis d'avoir accepté et à toi la parole. Ok, donc merci pour l'invitation. Et puis on va donc ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de l'influence d'un type particulier d'anisotropie, et en particulier des fluctuations du tenseur de comportement, sur la manière dont l'upscaling de la propagation d'ondes dans un milieu aléatoire se fait. Et en particulier, à quelle vitesse on va atteindre un régime d'équipartition en fonction de l'anisotropie. Donc c'est un travail qu'on a fait ces dernières années avec Sharam, donc, qui était en thèse avec Didier et moi au MSS Math, et qui est maintenant maître de conférence à l'Université de Nantes au GEM. Alors, je vais faire une petite introduction, une petite motivation du travail. Donc d'abord, une motivation très générale sur la propagation d'ondes en milieu aléatoire. Quel intérêt peuvent avoir les modèles aléatoires de propriété pour comprendre ce qui se passe quand des ondes se propagent dans un milieu très hétérogène. Et puis, je vais finir la motivation par quelque chose de plus particulier pour ce travail, qui concerne donc un travail qui a été développé par Quang Anh Ta, qui était un doctorant de Didier il y a 10 ans, et qui a été le point de départ pour ces travaux qu'on a fait plus récemment. Ensuite, le cœur de la présentation sera vraiment sur un travail analytique, donc basé sur des développements qui avaient été effectués par Ibrahim Baidoun, qui était un postdoc avec Eric notamment, et puis aussi Didier et moi au MSS Math. Donc les développements qu'il avait faits sont la base de ce qu'on a utilisé ici et qu'on a décliné donc pour le milieu particulier qu'on considère, et qui vont nous permettre de trouver une formule analytique de l'équipartition, du temps d'équipartition, du temps pour atteindre l'équipartition. Je vais décrire rapidement ce que c'est que l'équipartition. Donc une formule analytique pour le temps nécessaire à atteindre l'équipartition dans le milieu anisotrope particulier que je vais considérer dans ce travail. Et puis la dernière partie va consister à essayer, parce que c'est pas très facile, j'expliquerai pourquoi, à essayer de valider ces résultats, au moins qualitativement, par des simulations numériques. Donc, voilà, l'équation qu'on va considérer, l'équation de base qu'on va considérer ici, ensuite on regardera son homogénéisé, mais l'équation de base qu'on va considérer ici, c'est l'équation de propagation d'ondes dans un milieu élastique, donc le déplacement U ici est vectoriel, donc une équation d'onde élastique dans des milieux hétérogènes, donc la densité ici dépend de la position, et puis le tenseur de comportement, qui dans ce cas-là ne va pas forcément être isotrope, va correspondre à un milieu isotrope, va pouvoir correspondre aussi à un milieu anisotrope. Donc le tenseur de comportement dépend aussi de la position. Et je vous donne deux petites images qui illustrent ça. Donc ici, vous avez, dans le cadre de la géophysique, je ne sais pas si vous reconnaissez ici le continent nord-américain, le continent sud-américain, l'Europe, l'Afrique. Donc c'est une carte géologique. Donc ce n'est pas vraiment des cartes de propriété mécanique, mais c'est des cartes qui indiquent un type de matériau, et notamment en particulier sur les dorsales, c'est lié à l'âge du matériau. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est une carte de la surface de la Terre, des matériaux à la surface de la Terre. Donc on voit que c'est très hétérogène à l'échelle du millier de kilomètres. Et puis ici, si on se met sur une zone plus petite, vous avez une tranche d'un modèle qui s'appelle Marmouzi, qui est un modèle très utilisé par les gens qui font de la prospection pétrolière pour tester leur code numérique. Donc c'est des couches. On voit, là c'est vraiment une carte de propriété. Les couleurs indiquent des vitesses, je pense que les vitesses des ondes P ici. Et donc vous voyez les couleurs, je n'ai pas mis l'échelle parce que c'est juste qualitatif ce que j'essaie de montrer. Vous voyez des couches qui peuvent être à l'échelle de quelques centimètres, alors que le modèle est à l'échelle de la centaine de kilomètres. Donc on a une fluctuation également, donc là c'est un plan vertical. Donc vous avez des fluctuations à gauche horizontale, à droite verticale, à différentes échelles qui sont très, très importantes des propriétés.
Alors, quand vous avez une onde qui se propage dans un milieu comme ça, donc à gauche, ce serait plutôt une onde sismique, et puis à droite, ce serait une onde de prospection, donc c'est une explosion à la surface, et puis après, les pétroliers regardent les ondes qui reviennent. Le genre d'observation qu'on va avoir sur un cas comme ça va être d'abord des arrivées, donc ce que vous voyez ici qui est marqué P, donc un pic très précis. Ici, vous avez une deuxième arrivée importante qui est une onde S ou une onde de Rayleigh, et puis après, une décroissance plus ou moins exponentielle de l'enveloppe qui décroît assez lentement, hein, avec un signal qui a l'air très chahuté, que je zoome ici, et on voit une décroissance dont l'enveloppe est à peu près exponentielle. Et ici, vous avez une observation plus précise de l'enveloppe, hein, donc des niveaux d'énergie, mais en gros, ça correspond à une espèce d'enveloppe de ce signal-là. Et donc, on voit que c'est un signal qui est très, très compliqué, qui a vraiment l'air très aléatoire, et qu'on appelle coda, parce que ça vient après les pics principaux. Donc, cette structure, avec à la fois des pics très bien marqués, d'ondes cohérentes, et puis un signal beaucoup plus bruité après ces pics principaux, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Donc, je vous ai montré la géophysique. On peut le faire aussi quand on a des ondes qui se propagent dans des milieux granulaires. Donc là, vous avez des expériences où les gens ont fait fluctuer la taille. Donc, on a des ultrasons qui traversent un milieu granulaire, donc qui est composé de billes de verre. Donc, on contrôle très bien le diamètre et la forme, hein, donc c'est circulaire, enfin sphérique. Et puis donc vous avez une onde qui traverse le milieu, on les met d'un côté, on regarde de l'autre côté, et en fonction de la longueur d'onde, de la longueur des ondes par rapport au diamètre des grains, on va avoir un rapport relatif d'énergie entre l'onde cohérente, là, qui est les pics qu'on voit arriver ici et ici, donc un rapport relatif de cette énergie dans les ondes cohérentes par rapport à l'énergie qui arrive dans la phase incohérente qui est marquée S ici, qui vient après, c'est ce que j'ai appelé la coda après, tout à l'heure. Donc ces énergies relatives vont fluctuer en fonction du rapport lambda sur taille des billes. Donc ici, vous avez beaucoup d'énergie dans l'onde cohérente, très peu dans l'onde incohérente. Ici, c'est plus équilibré. Et puis ici, toute l'énergie est passée en onde incohérente et vous n'avez plus rien du tout dans le pic principal. Regardez que les échelles, hein, évidemment, ne sont pas du tout les mêmes sur les amplitudes pour les trois cas. Ok, un autre exemple sur les milieux polycristallins. Donc en bas à droite, là, je vous ai mis une simulation de Bing, où pareil, on fait fluctuer on fait évoluer la taille la longueur d'onde par rapport à la taille des grains dans ce milieu polycristallin, et vous voyez que la part relative de l'onde cohérente, qui est celle-là, par rapport à l'onde incohérente, qui est l'espèce de nuage qui arrive ici, ici vous avez beaucoup plus de l'onde incohérente que ici vous avez quasiment que de l'onde cohérente. On peut aussi le faire dans le béton, enfin tous les matériaux un peu hétérogènes, on observe ce genre de phénomène. Alors en quoi est-ce que les modèles aléatoires peuvent être intéressants? Donc, je crois que je ne l'ai pas dit encore, mais donc les modèles qu'on va considérer pour la densité, et surtout pour le tenseur de comportement, vont être dans ce travail des champs aléatoires. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que quand on fait des champs aléatoires, ça permet de paramétrer des champs que je vais qualifier de réalistes, au sens où ils ne sont pas... si on regarde vraiment les milieux géophysiques que je vous ai montrés tout à l'heure, ils ne sont pas du tout périodiques. Donc, soit vous êtes capable de donner la valeur précise des propriétés en chaque point, ce qui est très difficile, même d'un point de vue identification, c'est très compliqué, d'un point de vue gestion des paramètres, c'est extrêmement compliqué, ça veut dire être capable de donner énormément de valeurs. Soit vous donnez des modèles simplifiés type périodique, mais qui du coup sont pas du tout, enfin, ressemblent pas du tout à ce qu'on observe en tout cas dans ces applications-là. Et soit vous mettez des modèles stochastiques, donc les modèles stochastiques, l'avantage c'est qu'avec très peu de paramètres statistiques, donc une moyenne, une variance, une longueur de corrélation, un modèle de corrélation, avec relativement peu de paramètres statistiques, on va être capable de générer des échantillons qui ressemblent qualitativement à ce qu'on observe dans la nature. En tout cas pour les applications que j'ai considérées évidemment. Alors l'inconvénient par contre, c'est que du coup, il y aura plusieurs réalisations possibles avec la même représentativité, les mêmes paramètres statistiques. Donc on n'a aucune chance quand on fait ces modèles-là d'être capable d'identifier précisément en un point la valeur du module ou du paramètre qu'on est en train de modéliser. On va être capable de représenter une classe de milieux qui vont donner un certain comportement, qui vont correspondre au comportement qu'on identifie, mais on ne sera pas capable d'avoir des valeurs précises en un point.
Alors, un gros intérêt des approches avec des modèles probabilistes comme ça, c'est que même si c'est parfois très très compliqué, ça permet, comme l'analyse périodique, ça permet d'avoir accès à une certaine... on a un formalisme mathématique qui va nous permettre de faire de l'analyse et d'obtenir des résultats éventuellement analytiques, même si c'est très compliqué. Donc, les approches qui vont être considérées dans ce travail, et plus généralement dans le travail qu'a pu faire Didier, dans le travail que fait Eric, hein, tous les travaux dans ce cadre-là, on va pouvoir avoir deux approches. Une approche très analytique, où on va essayer de faire de l'homogénéisation donc stochastique, et puis une approche avec des simulations numériques, où on va générer des réalisations et puis propager une onde dans ce milieu très compliqué et voir ce qui sort. Voilà. Donc, je vais utiliser les deux outils là dans ce travail, hein. Notamment la prochaine grande partie va être plutôt analytique et la partie d'après sera plutôt numérique. Ok, alors maintenant, plus précisément sur ce travail, le travail que je veux discuter aujourd'hui, quelle était la motivation? Donc, il y a 10 ans, Didier encadrait un étudiant qui s'appelle Quang-An Ta et qui faisait sa thèse sur le développement de modèles anisotropes de tenseurs de comportement pour la géophysique. Et donc, à la fin de sa thèse, on a commencé à lancer des simulations pour voir ce qui se passait, et il a obtenu ces deux résultats qui nous ont beaucoup intrigués. Donc, ce que vous voyez de gauche à droite, c'est donc une onde qui est émise à peu près au centre des deux cercles ici. Hein. Donc, vous avez une onde qui est émise ici, et puis qui va se propager dans le milieu. Et donc, de gauche à droite, vous avez différents instants où on voit que globalement, l'onde se propage. En haut et en bas, ces deux milieux qui sont très très similaires. Alors, ils ont quoi de similaire? Ils ont que le modèle moyen du tenseur de comportement, donc la moyenne du tenseur de comportement, si vous voulez, c'est un milieu isotrope qui est homogène dans l'espace. Donc, il n'y a pas de fluctuation du milieu moyen par rapport à l'espace. C'est le même dans les deux simulations. Les niveaux de fluctuation du tenseur de comportement, donc une variance, si vous voulez, une espèce de variance, vont être les mêmes. Les longueurs de corrélation vont être les mêmes. La seule chose qui va être différente, c'est que localement, donc si vous regardez en un point le tenseur de comportement, dans la simulation du haut, en chaque point, le tenseur de comportement est isotrope, alors que en bas, le tenseur de comportement est anisotrope. Donc en moyenne, on a le même milieu, hein, dans les deux cas, c'est isotrope, mais localement, si vous regardez une réalisation et que vous regardez localement ce qui se passe, la simulation du bas, c'est anisotrope, et la simulation du haut, le tenseur local est isotrope. Et les niveaux de fluctuation sont les mêmes. Et pourtant, on obtient un comportement macro. Hein, donc quand je dis au comportement macro, c'est si vous plissez un peu les yeux et vous essayez de regarder est-ce qu'il y a une forme, un comportement général qui sort de cette simulation, bah, vous voyez bien qu'en bas, là, on voit quand même, si on plisse un peu les yeux, on voit qu'on a une espèce de couronne relativement dans un gris un peu uniforme, qui a l'air, une fois qu'on a plissé les yeux, relativement isotrope, alors qu'en haut, on obtient quelque chose qui n'est pas du tout isotrope. Vous avez l'énergie qui semble bon, on ne le voit pas très très bien parce que ce n'est pas un film, mais on a l'énergie qui se localise dans certaines zones et qui commence à pulser, et puis après, elle balance de l'énergie un peu plus loin, ça se concentre de nouveau localement dans une faiblesse du milieu qui localise l'énergie et qui se remet à pulser. Donc on a quelque chose qui n'est pas du tout isotrope et qui est finalement plus de localisation. Donc, en gros, on avait un milieu qui avait l'air plus compliqué, au sens où l'anisotropie, on peut estimer que c'est plus compliqué. Donc, on avait un milieu qui était plus compliqué ici que ici, où tout était isotrope, et pourtant, macroscopiquement, il semblait qu'on avait quelque chose de plus gentil, plus simple, plus isotrope dans la simulation qui avait l'air plus compliquée. Donc la question ou la conjecture qu'on a pu faire à ce moment-là, c'était que finalement, l'anisotropie locale du tenseur de comportement favorisait le mélange des ondes, une certaine transition vers l'équipartition et éventuellement une transition plus facile vers la diffusion. Alors, l'équipartition, ce que j'appelle l'équipartition, c'est un espèce de régime qui apparaît un peu avant la diffusion et dans lequel, donc qui est prédit par la théorie, hein, et qui dit que si on propage suffisamment longtemps dans un milieu aléatoire, on va se retrouver avec une énergie qui va être équirépartie entre les différents modes de propagation possibles. Donc, dans un milieu dont le background est isotrope, finalement, il y a des ondes P et des ondes S qui peuvent se balader dans le milieu, et ce qui va se passer, c'est que l'énergie va finir par s'équilibrer et se retrouver équirépartie dans les différentes possibilités, c'est-à-dire un mode P et deux modes S dans chacune des directions de l'espace.
Donc, le travail que je vais essayer de présenter ici, c'est une certaine réponse à cette question qu'on s'était posée à ce moment-là, c'est que, est-ce que l'anisotropie favorise, et on va se contenter de répondre à la partie une transition vers l'équipartition, ou pas. Et donc, comme je disais, je vais faire une première réponse à cette question d'un point de vue analytique, avec une formule analytique, puis une deuxième partie de la réponse va être plus numérique. Et on a de la chance, les deux réponses se confirment l'une l'autre, comme je vais le montrer. Ok, donc, pour simplifier un peu le problème, ou disons pour être capable d'aller obtenir des résultats analytiques, on va commencer par choisir un milieu un peu particulier. Alors d'abord, on va simplifier en ne prenant qu'une densité homogène. Bon, ça, c'est vraiment pour simplifier les calculs, hein, parce que sinon, les fluctuations des propriétés apparaissent dans toutes les formules et ça devient un peu plus compliqué. On sait le faire analytiquement, mais c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Et ensuite, la deuxième hypothèse qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le tenseur de comportement sous cette forme-là. Alors, il y a plusieurs choses à commenter ici. D'abord, le tenseur moyen, hein, donc c'est C0 plus C1, et le C1, il a une moyenne nulle. Donc si on regarde le tenseur moyen ici, c'est C0, et on va supposer que ce C0 est isotrope. Alors la raison pour laquelle on a fait ça, c'est d'abord parce que c'est les simulations qu'on avait fait avec Wangan, et puis donc c'est parti de notre intérêt était parti là, et puis d'autre part, si le tenseur ici, on le verra après, quand on passe en transfert radiatif, ici les modes qu'il faut considérer pour la propagation de l'énergie vont être des modes qui se correspondent à ce tenseur-là. Donc si ce tenseur-là est isotrope, les modes P, les modes S, on sait tout écrire analytiquement, sinon il faut les calculer numériquement, c'est un petit peu moins simple à traiter. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que la symétrie du tenseur de fluctuation, hein, donc C0 c'est vraiment le tenseur du background, le tenseur moyen, et puis ce C1 ça va être la fluctuation des propriétés, le tenseur correspondant aux fluctuations, et ce C1 il va avoir une symétrie cubique. Alors pourquoi cubique? Parce que ça nous permet de rajouter qu'un seul paramètre, je vais le montrer au prochain slide, pour la paramétrisation du milieu. Alors ici, dernière chose que je vais commander, ce racine de epsilon ici et ce epsilon. Donc, ce epsilon, il correspond à un rapport entre les longueurs d'onde et la distance de propagation. On va le faire éventuellement tendre vers 0. Hein, donc, ce epsilon va tendre vers 0. Donc, ça veut dire qu'on a des fluctuations ici qui sont rapides devant la distance de propagation et qui sont exactement à l'échelle de la longueur d'onde. Et les amplitudes ici sont en racine de epsilon, donc elles ne sont pas très très petites, mais elles sont relativement petites. Donc on a des fluctuations petites, mais on va propager très très loin et avec une longueur d'onde qui est de l'ordre de la longueur les hétérogénéités fluctuent à l'échelle de la longueur d'onde, donc il y a beaucoup d'interactions entre le milieu et les ondes. Et finalement, ce milieu-là, c'est le milieu sur lequel on sait qu'on va obtenir le transfert radiatif comme milieu homogénéisé. Ok, donc je vous ai dit ça, c'est le tenseur, c'est juste la formulation de Voigt, hein, du tenseur de comportement isotrope. Donc il y a deux paramètres, on a pris ici kappa et mu. Et puis on va avoir des fluctuations du tenseur, et ces fluctuations, on va les écrire sous cette forme-là. Donc en cubique, il y a trois paramètres. Donc ici, on a choisi de remettre kappa et mu. Hein, donc ça veut dire que ces kappa et mu, c'est juste des fluctuations autour des kappa et mu moyens. Et puis, on a un paramètre de plus qui va être celui qui va nous donner l'anisotropie. Donc si A vaut 0, on a des fluctuations du milieu, mais elles sont totalement isotropes. Si on a A qui est différent de 0, à ce moment-là, on a des fluctuations qui sont cubiques. Alors, on a trois champs aléatoires. Ici, je ne l'ai pas remis parce que ça ne rentrait pas, mais les kappa1, mu1 et A dépendent tous de la position. Hein, donc, C1 dépend de la position à travers les trois coefficients kappa1, mu1 et A. Donc, on va modéliser ces trois champs de paramètres par des champs aléatoires et on va leur donner... donc, ils ont une moyenne nulle, hein, puisqu'on a dit que toute la moyenne était reprise dans C0. Donc, ils ont une moyenne nulle, ces trois paramètres-là, et on va leur définir leur fluctuation par une longueur de corrélation, une covariance, qui a priori sont différentes pour chaque paire de kappa, mu et A qu'on prend. Et puis, on va avoir une forme de la corrélation, c'est-à-dire une façon dont la corrélation évolue en fonction de la distance. Alors, on a le nu ici qu'on va paramétrer devant, qu'on va mettre devant le noyau, si vous voulez. Hein. Quand je mets un tilde, ça veut dire que ça a plus d'unité, c'est normalisé par la variance de la covariance. Et puis ici, la distance, on va la normaliser par cette longueur de corrélation. Et a priori, à la fois les noyaux de corrélation, les covariances et puis les longueurs de corrélation
dépendent de la paire particulière de paramètres qu'on a considérée. OK, donc si vous voulez, le nu donne une idée de l'intensité de la corrélation entre deux paramètres. L donne une idée de la distance à laquelle deux paramètres ne sont plus corrélés. Et puis R nous donne une information plus précise sur cette évolution, en fonction de la position. Et puis, ce que je vais appeler phi, et ça on va le voir réapparaître tout à l'heure dans les équations, le phi, c'est juste la transformée de Fourier du R tilde. Donc le phi, hein, il n'a pas de dimension au sens où il est normalisé par rapport à la longueur de corrélation et il est normalisé par rapport à l'amplitude ou la force de la corrélation. C'est juste une évolution spatiale en Fourier. Ok, donc voilà, on a paramétré notre milieu, puis maintenant on va regarder ce qui se passe. Donc si on propage une onde dans les régimes de propagation qui nous intéressent, c'est-à-dire une longueur de corrélation qui est de l'ordre de la longueur d'onde, donc les ondes vont beaucoup interagir avec le milieu, et puis on propage très très loin, avec une amplitude des fluctuations qui est celle que j'ai donnée tout à l'heure en racine de epsilon, on peut démontrer, c'est ce qui a été fait par beaucoup de gens, hein, mais plus récemment qu'on a fait avec Ibrahim Baidoun, Didier et surtout Eric. Donc on a montré dans le cas anisotrope, dans le cas où les fluctuations sont anisotropes, lentes et rapides, on a montré que l'énergie ou les densités énergétiques, particulièrement les transformées de Wigner du champ de déplacement, donc les densités énergétiques P à P et S à S, vérifier cette équation-là, donc une équation couplée de transfert radiatif, avec donc une partie transport, hein, donc à gauche des égales, c'est juste le transport de cette énergie, et puis à droite, vous avez des noyaux de collision, des opérateurs qui vont faire changer. Donc on a en un certain point X une énergie qui arrive sous forme AP ou AS, ou une particule d'énergie qui arrive sous forme AP ou AS, elle va rencontrer un obstacle et repartir avec une certaine probabilité. Donc si c'est une énergie AP, elle va partir qui arrive avec une direction K', elle va repartir dans la direction K, qui est celle sur laquelle je fais le bilan d'énergie, avec une certaine probabilité qui est ce noyau différentiel de cross-scattering, sigma pp de K vers K'. Mais une énergie qui arrive sous forme AP, elle peut aussi venir de la direction K et repartir dans n'importe quelle direction, avec une probabilité grand sigma pp. Et puis, elle peut, sous forme P, et puis une énergie sous forme, dans le mode P avec une direction K, elle peut aussi repartir dans n'importe quelle direction en ayant changé de polarisation, en étant devenue une énergie S. Puis une énergie S, elle peut changer en P et venir de la direction K' et être transformée en K, etc., etc. Donc on a toutes les possibilités d'une onde qui vient sous forme P, sous forme S et qui se somme à la direction K, qui est celle sur laquelle je fais le bilan, ou alors l'énergie qui était sous forme P qui vient de la direction K sur laquelle je fais le bilan et qui part dans n'importe quelle autre direction. Et donc on a ces noyaux sigma pp, grand sigma pp, sigma ps, grand sigma ps, grand sigma sp, pardon, sigma ss, grand sigma ss et sigma sp, grand sigma ps. Tous ces noyaux-là, l'avantage de passer de l'équation d'onde en milieu aléatoire à cette équation de transfert radiatif, c'est qu'on sait les écrire. Alors, je ne vous les remets pas là parce que les formules sont assez imbitables, mais on a des définitions analytiques, des formulations analytiques de ces noyaux de scattering en fonction, justement, de la manière dont les fluctuations du milieu sont en fonction notamment des densités spectrales de puissance phi pour chacun des paramètres, et puis aussi des longueurs de corrélation et des covariances. Donc, ces formules analytiques, on va les utiliser ici. Alors, une fois qu'on a écrit ça, on n'a pas été au bout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le temps qu'il va falloir pour obtenir l'équipartition. Et ça, on peut relier ce temps qu'il faut pour obtenir, ou cet ordre de grandeur du temps qu'il faut pour obtenir l'équipartition à le grand sigma ps. D'accord? Donc, je ne vais pas m'intéresser à tous les noyaux de scattering ici. Je vais juste m'intéresser au noyau de scattering grand sigma ps, qui dépend de la direction particulière que je suis en train de regarder des ondes. Et bon, il y a aussi ce paramètre K ici, qui est le rapport des vitesses des ondes P moyennes sur vitesse des ondes S moyennes. Mais voilà, donc ce qui reste à calculer ici, c'est ce sigma grand PS. Donc, je vous ai dit, ça dépend de tous les noyaux, ça dépend a priori de toutes les densités spectrales de puissance, de toutes les paires de paramètres que j'ai considérées ici. Donc, a priori, ρ, mu, kappa et le paramètre d'anisotropie. Alors, il se trouve que pour le grand sigma ps, ce qui va intervenir, c'est uniquement les paires mu, mu, mu a et aa.
Alors, le grand sigma PS, je ne l'ai pas dit, mais c'est juste une intégrale sur toutes les directions possibles du petit sigma PS. Et le petit sigma PS, ici, pour le cas cubique, il a cette forme-là. Donc, un certain nombre de paramètres ici. L'angle, le qui ici, c'est juste l'angle que fait la direction d'incidence et la direction après réflexion. Donc, voilà. Les cas ici, le chapeau, ça veut dire que je considère juste la norme. Pardon, le vecteur normalisé. Donc ici, c'est vraiment le cosinus de l'angle entre les deux directions que je considère. Et puis, vous avez ici la variance de mu, la variance du paramètre A, et puis la covariance entre mu et A, nu mu A. Et puis, les noyaux considérés avec un argument de ces noyaux de Power Spectral Density qui est un peu compliqué et qui, en fait, est lié au fait qu'on a un changement de polarisation entre P et S. Donc, on a à la fois les différences de vitesse qui interviennent et puis l'angle entre les deux directions et également la norme de la direction incidente. Cette norme ici, elle est en fait liée à la fréquence oméga. OK. Donc, pour comparer, on va faire le calcul de cette intégrale juste après, mais d'abord pour comparer, je voudrais juste dire qu'en isotrope, dans le cas où les fluctuations sont isotropes, en fait ça correspond à A égale à 0, et on retrouve en fait qu'il y a juste ces deux termes qui disparaissent, et donc le sigma PS pour le cas isotrope, pour des fluctuations isotropes, c'est ça, et donc ça ressemble beaucoup à ça, hein, le préfacteur c'est le même, il y a juste ces deux termes-là qui sont mis. OK. Alors, la difficulté qu'on a ici, c'est que si on veut vraiment réaliser cette intégration pour des choses qui sont compliquées, il va falloir donner une définition un peu plus... il va falloir choisir ces phi mu, phi mu a, phi a. Et en fait, ce qu'on a choisi de faire, nous, c'est plutôt que de choisir une forme précise de phi, on va juste faire une hypothèse un peu simplificatrice qui est de dire qu'on ne connaît pas la forme de ce noyau de corrélation. On va juste supposer que les trois dont on a besoin sont égaux à un même phi. D'accord ? Donc, on ne sait pas ce que c'est que ce phi, enfin en tout cas on ne le spécifie pas ici, mais par contre on va supposer que les trois ont la même forme. Alors attention, je n'ai pas supposé que l'amplitude des fluctuations était la même. Hein. Notamment, je peux très bien avoir un mu et un a qui sont anticorrélés. Par contre, la forme de la fluctuation en fonction de l'espace va être la même dans les trois cas. OK, et donc en faisant cette hypothèse, ça me permet de dire que le grand sigma, il s'écrit sous cette forme-là, donc il y a un préfacteur où apparaissent les variances et les covariances des paramètres mu et a, et puis il y a cette intégrale ici que, a priori, tant que je ne me donnerai pas phi, je ne sais pas la calculer. Sauf que j'ai quand même pas mal avancé, parce que si on reprend le petit sigma ici, ben, je vais avoir le même terme qui va apparaître. D'accord ? Donc dans le grand sigma, dans le cas où les fluctuations sont isotropes, je vais avoir exactement la même intégrale. Donc si je ne m'intéresse plus au temps d'équipartition, au temps pour atteindre l'équipartition dans le cas cubique, mais au rapport du cubique par rapport au cas avec des fluctuations isotropes, hein, qui était la question que j'avais au tout début hein, dans les simulations de Quang-Han, eh ben, je vais être capable d'écrire le rapport sans exprimer cette intégrale, puisque ça va se simplifier dans les deux cas. Et donc j'obtiens quelque chose qui est finalement très très simple, que le rapport du temps à l'équipartition dans le cas isotrope par rapport au cas cubique, c'est quelque chose qui vaut voilà, cette quantité. Alors, si on essaye d'analyser ce qu'elle veut dire, cette quantité, alors la première chose, c'est qu'il faut remarquer que ici j'ai bien des variances, donc c'est des quantités qui sont positives, là ici aussi. Par contre, ce coefficient-là, a priori, dans le cas anticorrélé, il va être négatif, dans le cas corrélé, il va être positif. Donc le signe n'est pas prescrit. Et on peut obtenir des bornes, parce que bon, ce nu mu a, il est forcément encadré par les produits des nu mu nu a. Et donc on peut en fait obtenir des bornes sur ce rapport qui vont de 1 moins nu a sur 2 nu mu, le tout au carré, et 1 plus nu a sur 2 nu mu au carré. Les deux nus étant positifs cette fois-ci, on a que ce rapport peut être inférieur à 1 et supérieur à 1. Hein, d'accord ? Donc on a déjà répondu d'une certaine façon à la question initiale qui était de dire est-ce que l'anisotropie favorise le mixing ? En fait, ce n'est pas tout le temps le cas. Ça favorise le mixing, hein, donc le T iso va être plus grand que le T cubique dans le cas où les deux sont positivement corrélés. Le A et le nu sont corrélés positivement, et par contre, le cubique va être plus lent dans le cas où le nu A et le nu mu sont anticorrélés.
Ok, donc cette conclusion-là, qui est la conclusion importante de ce que je raconte ici, on va essayer de la regarder numériquement maintenant. On va essayer de voir est-ce qu'on est capable de reproduire ça numériquement. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que, en fait, au tout début, j'ai dit qu'il y avait un racine de epsilon devant l'amplitude des fluctuations, et j'ai dit que ce epsilon, il avait vocation à être petit. Alors, évidemment, c'est des travaux asymptotiques, hein, donc petit, voilà, on ne sait pas trop ce que ça peut valoir, mais ça a quand même vocation à être petit. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de faire des petites fluctuations, et finalement, on va être obligé de propager des très grandes distances en termes relatifs par rapport à la longueur d'onde, hein, qui est ce qui coûte cher numériquement. Donc, on va être obligé de faire des domaines très très larges pour vérifier numériquement ces résultats analytiques. Et le problème, c'est que c'est suffisamment, ce que j'ai mis entre guillemets là, quand je dis large, en fait, c'est vraiment trop large pour que ce soit faisable. Et donc, il faut qu'on utilise une approche un peu différente. Donc, la première manière consiste à dire qu'on va jouer avec les paramètres, hein, parce que donc il y a quand même des amplitudes ici. Hein, donc, ce que vous avez ici, là, c'est des paramètres sur lesquels on pourrait avoir envie de jouer. Et puis même le rapport, on a vu qu'il y avait un K qui était caché ici. Donc, il y a des choix de paramètres du milieu moyen qu'on peut faire pour essayer de réduire ce temps à l'équipartition. Donc, ça, c'est une première chose qu'on va essayer de faire, mais ça ne suffit pas. Ça reste quand même trop cher pour qu'on puisse reproduire les résultats analytiques de façon simple, disons sur une simulation simple. La deuxième méthode consiste à dire on va mettre des PML. Et ces PML vont nous permettre de couper le domaine à une distance. Alors, la difficulté quand on fait ça, c'est qu'il y a une partie de l'énergie qui va sortir du système. Donc, on va être en train de regarder des énergies de plus en plus faibles. On va regarder sur on va simuler dans le temps très long, mais on va quand même regarder sur des énergies qui vont devenir très faibles. Donc, on va atteindre l'erreur, enfin, le niveau d'erreur de la simulation. Et puis la deuxième chose, c'est que les PML en temps long dans les milieux hétérogènes, c'est un peu compliqué, donc ça explose en fait avant qu'on puisse observer des résultats intéressants. Et donc on a choisi une approche un petit peu différente, alors qui s'éloigne sensiblement du cas analytique, mais qui a donné de bons résultats. Ça va être de considérer une boîte bornée. Donc là, tous les résultats que j'ai présentés d'un point de vue théorique étaient en milieu complètement infini. Hein. Donc là, je vais prendre une boîte bornée. Donc ce que je fais, c'est que je change complètement le setting par rapport à ce que j'avais considéré. Et pourquoi je change le setting? Parce qu'en fait, les frontières elles-mêmes, en fait, quand il y a une onde qui arrive sur une frontière, elle va repartir avec une autre direction et potentiellement une autre polarisation. Et donc, ça veut dire que les frontières elles-mêmes participent à l'échange, à l'équipartition, si on veut, d'énergie. Et donc, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout considéré dans mes résultats analytiques. D'accord. Donc, j'ai quand même une difficulté, c'est que je vais tester mon analytique avec un numérique qui va vraiment beaucoup mélanger les ondes, et donc j'ai potentiellement changé le setting. Donc, ce qu'on va faire pour essayer de réduire ça, on ne l'enlève pas complètement, hein, je pourrais vous montrer plus précisément, on ne l'enlève pas complètement, mais pour essayer de réduire cet effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des paramètres du milieu, et en particulier, on va prendre un rapport de vitesse qui est 2,5, donc relativement grand, pour essayer de réduire les effets de changement de polarisation aux interfaces. Donc là, ce que je vous trace à gauche et à droite, donc à gauche, c'est les coefficients de réflexion. Quand il y a une onde plane sous incidence, avec un certain angle d'incidence θ, et qui arrive sur une interface avec un mode P, et ben, il y en a une partie qui va repartir sous forme P avec un certain angle, et une partie qui va repartir sous forme S avec un certain angle. Et ce que je vous montre ici, c'est donc les coefficients de réflexion, alors d'un point de vue énergétique, hein, ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure. Donc si on a une incidence 15 degrés avec une onde P, ben, elle va repartir avec, il y a une proportion 0,2 qui va repartir, une amplitude, une proportion qui va repartir sous forme S avec il y en a une partie qui va repartir sous forme S avec, quand l'angle d'incidence est 15 degrés. Et donc on voit que quand on prend la courbe bleue par rapport à des coefficients, à des rapports d'énergie, des rapports K, des rapports de vitesse qui sont plus faibles, on voit qu'il y a beaucoup plus d'échanges P vers S que dans le cas noir. Alors, c'est pas nul, hein, il y a, notamment quand on a un angle d'incidence de 45 degrés, il y a quand même pas mal d'énergie qui est réfléchie sous forme S, mais bon, c'est quand même le moins pire. Et puis, on voit que dans le cas où on est en train de regarder S vers P, là, il y a une bande interdite au sens où il y a
Il n'y a que jusqu'à 25 degrés ou quelque chose comme ça que l'énergie va pouvoir repartir sous forme P, sinon ça n'irait pas, ça va partir sous forme d'onde de surface qu'on ne modélise pas non plus, donc on n'a pas réglé le problème. Voilà. Donc on a choisi de passer d'un milieu qui, pour les analyses théoriques, était complètement isotrope à un milieu, complètement infini, non borné, à un milieu borné, parce que numériquement on ne sait pas faire autrement, on a juste essayé de réduire un peu ces effets. On a testé pas mal de choses pour voir qu'on réduisait bien et que les résultats qualitatifs marchaient. Mais voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire pour l'instant. Alors, je vais vous montrer une petite simulation. Alors, voilà ce qu'on voit sur cette simulation. En haut à droite, vous avez le coefficient local. Hein, donc, c'est une simulation 3D sur une boîte qui fait qui fait beaucoup de longueur d'onde, mais pas tant que ça non plus. Hein, donc, on voit à peu près hein, les niveaux de couleur. Ça nous donne un peu une échelle de la longueur d'onde. Donc, vous avez 3 plans orthogonaux. Je crois que la source, elle est en plein milieu ici, au début. Et puis, après, ça se propage dans le milieu. Donc, ici, vous avez le rapport S sur P. Donc, au début, vous verrez, ça fait un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une source explosive, donc une source sous forme purement P. Donc, si vous faites le rapport S divisé par P, alors que S, c'est du bruit numérique, ça va assez rapidement donner, ça va complètement donner n'importe quoi au début, puis après, ça va se stabiliser. Ici, vous avez juste l'énergie P et l'énergie S. Donc, au début, vous allez voir que l'énergie, elle va être ici, dans la partie P, puisque ça va être une explosion qu'on va mettre, donc quelque chose sous forme de divergence. Puis, assez rapidement, on va voir qu'il y a de l'énergie P qui devient S. Donc, on va voir apparaître des choses côté énergie S. Et puis après, ici, vous avez le rapport des deux ici. Et ce que j'ai tracé ici sur la courbe bleue, c'est on va voir la courbe bleue qui va se développer en fonction du temps. Hein. Donc là, vous avez l'ensemble sur tout le temps, mais ça va commencer à 0 puis ça va monter doucement. Pourquoi à 0? Parce qu'au début, S vaut 0 et puis P est grand. Et puis c'est une énergie, c'est S sur P moyennée sur le domaine entier. Donc on va voir cette quantité monter. Et là, la courbe rouge que vous avez ici, c'est l'analyse théorique. Donc je vous ai dit l'équipartition. Quand on a atteint l'équipartition, on sait exactement que vaut le rapport S sur P. C'est un rapport qui dépend que du rapport de vitesse. Donc cette quantité précise, là, on la connaît exactement. Donc on sait vers quoi cette simulation doit tendre. Donc on retrouve bien ce résultat-là. Et c'est la courbe rouge que vous voyez ici. OK, donc je lance. Donc au début, hop, on a une explosion qui arrive sur la partie gauche. L'onde P se propage. Vous voyez qu'on a des réflexions. Ici, vous avez des ondes rouges. On a bien vu des fronts rouges là qui sont apparus, donc il y a quand même une grosse conversion d'énergie P vers S aux interfaces, et puis assez rapidement ça devient très fouillis, hein, l'énergie commence à se balader partout, et puis vous voyez ici sur la courbe en bas à droite, vous voyez que ça monte doucement, le rapport S sur P a de plus en plus tendance à monter tranquillement. Je vais accélérer un petit peu, puisqu'on ne voit plus grand chose très précisément, et puis ça réduit quand ça approche de l'asymptote, et ça marche très bien d'un point de vue théorique, on retrouve très bien le rapport qu'on était censé observer. OK, alors juste pour finaliser la présentation, hein, je vous remontre ces courbes-là d'une façon un peu différente et surtout avec la comparaison que je voulais faire. Donc là, je ne sais plus quel était le cas particulier qu'on avait considéré comme covariance entre mu et A, mais là, je vais vraiment faire 5 simulations où je vais faire varier le rapport des nu A sur nu mu. Hein. Donc, je vais considérer différents cas et je vais tracer, je vais voir à quelle vitesse est-ce qu'on tend vers l'équipartition. Donc, en rouge, vous avez le cas où c'est complètement, c'est très corrélé, enfin, c'est corrélé très positivement. Et puis, en bleu, vous avez le cas où c'est corrélé plutôt négativement, avec en noir le cas où il n'y a absolument pas de corrélation entre A et nu. D'ailleurs, c'est un peu faux, hein, c'est pas ce rapport-là enfin, c'est ce rapport-là, mais dans un cas un peu particulier. Donc, ce qui est important, c'est en noir, vous avez le cas isotrope, et en rouge et en bleu, c'est respectivement les cas corrélés positivement et les cas corrélés négativement. D'accord ? Je parlerai après de la courbe de droite, on va juste regarder ici. On voit qu'on retrouve bien ce qui était prévu, c'est-à-dire que quand c'est corrélé négativement, le cas anisotrope converge plus lentement vers l'équipartition, et puis par rapport à l'anisotrope, et puis dans le cas où c'est corrélé positivement, ça converge plus vite vers l'équipartition que dans le cas isotrope. Et ce qu'on a fait entre gauche et droite ici, c'est donc pour essayer de comprendre un peu mieux l'influence des frontières, en tout cas de vérifier que ça ne cassait pas les conclusions qualitatives, on a fait 2 boîtes de taille différentes. Donc là, c'est dans une boîte de côté 3000 mètres. Alors, je ne sais plus quelle était la longueur d'onde ici, hein, mais c'est à peu près ce que vous avez vu sur la simulation, donc c'est beaucoup de longueur d'onde. Et puis, à droite, je vous ai mis une boîte de côté 3500 mètres.
Donc, on voit effectivement hein, que ça converge plus lentement. D'accord, le fait d'être dans une boîte plus grande, alors ici à 500, bon, les rouges et noirs, elles sont déjà convergées, alors que ici c'est plutôt à 750 que les rouges et noirs sont convergés. Donc on voit bien que quand on met une boîte plus grande, ben, il y a moins de tendance à l'équipartition, et donc ça c'est logique. Hein. Mais on voit aussi que les ordonnancements, les classements entre les différents cas ne sont pas modifiés par le changement de taille de la boîte. Donc on est assez convaincu que c'est qualitativement ce qu'on obtiendrait par rapport à la théorie. On a bien retrouvé le même résultat. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Donc, merci. Et puis, si vous avez des questions, je suis prêt à les entendre. Merci beaucoup, Régis. Nous avons une question de la part d'Adrien. Ouais, je t'ai pris d'allumer ta caméra, ton vidéo. Ah, caméra, je suis obligé de vous infliger ça. Non, tu n'es pas obligé. Ah, non. Ah oui, on voulait bon. clairement ça, quoi. Je voulais un petit peu m'afficher parce que je vois pas grand monde en ce moment. Merci Régis pour ta présentation. Désolé si ma question te fait répéter des choses parce que j'ai peut-être eu un petit moment d'absence. C'est concernant les conditions limites sur tes simulations. En fait, j'ai bien compris qu'il y avait une différence entre utiliser des bords libres ou des PML. Si j'ai bien compris, c'est parce que la PML, ça pose une question de l'énergie parce que finalement, tu ne calcules pas à l'extérieur de ton domaine alors que ta théorie considère un domaine infini. C'est ça? Alors, si je prenais en théorie, le régime d'équipartition est atteint même localement. C'est-à-dire que je n'aurais même pas besoin de faire de moyenne. En théorie, si je regarde en un seul point, je devrais avoir l'équipartition qui se fait au fur et à mesure du temps, où je pourrais moyenner sur des ans. Enfin, ça devrait se passer très localement. D'accord ? Il faut attendre suffisamment longtemps, mais ça devrait se passer localement. Le problème, c'est que s'il faut attendre très longtemps, ça coûte trop cher. Donc déjà que j'ai un gros domaine, si en plus il faut que je fasse des simulations très longues en temps, ça coûte cher. Mais par ailleurs, c'est des simulations numériques. Et c'est des simulations numériques d'une équation hyperbolique. Donc, globalement, les erreurs numériques, ça ne se passe pas très bien. C'est-à-dire que même les simulations que j'ai fait là, c'est très long. C'est-à-dire qu'il y a probablement des erreurs quand même assez importantes à la fin de la simulation. Donc, si je devais attendre encore plus parce que je ne fais pas de moyenne locale, voilà, ça deviendrait encore plus cher. Et si je fais en plus la partie principale de l'énergie est déjà sortie de la simulation, donc je ne l'ai plus, je suis vraiment en train de regarder des peanuts sur ma simulation, je vais avoir des erreurs qui vont devenir tellement importantes que pas tellement d'espoir que ça marche. Mais avant même d'aller regarder les erreurs, le principal problème, c'est les problèmes de stabilité. Les PML en milieu hétérogène, c'est pas très stable. Il va falloir mettre un delta T ridicule pour que ce soit stable, et donc, en tout cas avec les schémas qu'on utilise. Et donc, je ne suis pas capable d'aller dans des simulations aussi longues, mais même ce que je vous ai montré, hein, si j'avais mis des PML. Vous avez jamais essayé? Si. Au début, on a essayé. Ouais, mais ça ne marche pas. Ça explose bien avant qu'on ait l'équipartition, même dans un milieu où les frontières favorisent l'équipartition. Ok. Voilà. Bah, merci. Donc ça marche. Enfin, on n'y arrivait pas. Après, il y a peut-être des gens qui sauraient faire ça, mais nous, on n'y arrivait pas. Ok. Merci Adrien. Didier? Pour prolonger dans cette question-là, pourquoi vous n'avez pas utilisé un cas périodique en termes de conditions limites? Ouais. Mais d'ailleurs, maintenant que tu le dis, oui, on y a pensé. Et donc, il y a un problème d'implémentation, c'est qu'on n'avait pas la possibilité dans notre implémentation de faire ça facilement, disons. Parce que d'un point de vue connectivité sur les processeurs parallèles, ça veut dire qu'il faut que tu rajoutes quand même une connectivité entre tes processeurs sortants et l'autre côté. Donc, d'un point de vue structure du code, c'est évidemment pas du tout impossible. Hein. Il faut juste au moment du pré-pro, tu lui dises qu'il y a une communication, pas que... Il faut juste, je suis sûr en plus que Métis, il doit avoir des options pour faire ça, mais voilà, ça n'est pas dans notre code. Après, je suis d'accord avec toi que probablement ça marcherait. Bon, tu es quand même en train de remélanger les ondes d'une façon bizarre.
Ouais, un peu moins déterminé. Ou alors, peut-être. si tu le vois autrement, tu es en train de considérer plein de sources. Bon, mais tu es en train de mélanger un peu plus. Je pense que je suis assez d'accord avec toi sur le. A priori, j'aurais tendance à dire que ça doit moins mélanger, enfin, ça doit mélanger moins méchamment que ce que nous on a fait. Mais bon, tu remélanges quand même un peu. Tu as peut-être une chance d'avoir une meilleure, moins d'effet de la taille en fait sur ton temps de convergence, à mon avis. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi que ça probablement que ça. Après, faut dire aussi qu'on est quand même, vu le coût des simulations, on est quand même très content que les frontières aident. Hein. Parce que là, je l'ai montré, j'ai augmenté de 500 mètres et j'ai perdu 250, enfin j'ai perdu un quart de ma simulation. Enfin, perdu, au sens où moi je veux atteindre l'équipartition. Donc, d'un côté, c'est pas bien, d'un côté, je suis content que ça ait l'air de favoriser le temps d'équipartition sans avoir l'air, mais après, voilà, c'est qualitatif, hein, sans avoir l'air de changer l'ordre. Parce que ce que je voulais moi démontrer, c'était l'ordre, c'était rien d'autre. Bon. Parce que sinon, ça aurait coûté, si on avait fait une simulation plus proche de la réalité, en temps, il aurait fallu. D'ailleurs, on les a calculés, les temps d'équipartition. Hein, puisque dans la simulation, j'ai dû le choisir, le phi. Donc, une fois que j'ai choisi mon phi, je sais calculer, avec les formules que j'ai montrées, je sais dire quel devrait être l'ordre de grandeur des temps d'équipartition. Et c'est énorme, c'est beaucoup plus grand. C'est très compatible avec le fait que quand on augmente de 500 mètres la taille du domaine, on a un temps d'équipartition beaucoup plus lent. Voilà, donc c'est des calculs qu'on n'aurait pas su faire vraiment en milieu infini, même en termes de temps. Mais si par contre tu as la taille de la fluctuation, donc tu sors un peu du cadre, mais tu as des chances d'avoir des temps qui vont se réduire. Ouais. Après, voilà, le problème c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque de la simulation de Quangan, on s'était quand même vraiment posé des questions de dire, de toute façon, le transfert radiatif, on a des deltas. À l'époque, on faisait des simulations beaucoup plus petites. Et les deltas, ils étaient complètement absurdes par rapport à la théorie. Donc là, on a fait le choix de mettre des deltas, justement, qui étaient, enfin, des amplitudes de fluctuation qui étaient raisonnables par rapport à la cas qui nous intéresse, mais effectivement, du coup, ça coûte beaucoup plus cher de voir la transition. Sinon, il y a un truc que je n'ai pas bien compris, c'est quand tu montes tes différents cas là, avec ton coefficient C qui varie de 2 à moins 2 en passant par 0, je n'ai pas bien compris. Ce coefficient C, c'est c'est pour ça, il est mal rédigé. En fait, j'ai recopié du papier. Négatif. Voilà, exactement. Non, mais en fait, j'ai fait un. Là, c'est faux. Hein, j'ai supposé qu'il y avait un certain rapport entre les deux. Et ensuite, j'ai fait. En gros, si c'est 2, ça veut dire que c'est plus corrélé positivement. Si c'est moins 2, c'est plus corrélé négativement. Donc, c'est une espèce. Donc, c'est pas. Il y a une erreur sur la formule. C'est la corrélation croisée divisée par. C'est le coefficient de corrélation, en fait, que tu es en train de mettre. C'est la corrélation croisée divisée par l'écart type voilà, exactement. Carré des produits des écarts types. J'ose pas le dire parce qu'il faudrait que je vérifie le papier et je l'ai pas sous les yeux, mais je pense que c'est ça. On avait paramétré le truc pour que ce soit, voilà, qu'on ait ce coefficient-là qui nous donne directement le terme nu A. Oui, quoique ce que je dis, c'est pas correct parce que dans le cas où tu aurais 0, à ce moment-là, tu as juste les deux qui sont non corrélés, mais ça ne veut pas dire que tu es. Je vais reprendre le papier, je te l'enverrai en message. Pas dire de bêtises. Mais en gros, tu l'as envoyé déjà. C égale à 0. Ah oui, je t'ai envoyé. C égale à 0, c'est isotrope. Et puis, si c'est positif, l'amplitude du. Enfin, plus c'est positif, plus c'est corrélé positivement. Plus c'est négatif, moins c'est. Voilà. Okay. Plus exactement, oui, c'est ça. En gros, l'idée, c'est que si on reprend la formule du temps d'équipartition, voilà, en gros, ce C là, il va me donner un temps qui est censé être de plus en plus court ou un temps de plus en plus long en fonction de l'amplitude de C compris avec son C. Bon, par ailleurs, le fait de supposer qu'on a les mêmes fonctions de corrélation, ce n'est pas, d'un point de vue pratique, complètement débile dans la mesure où cette fonction de corrélation, elle est liée à la géologie et c'est lié au type de matériau et chacune des propriétés va suivre le type de matériau. Donc, il n'y a pas de raison que la fonction de corrélation soit significativement différente. Ouais, avec quand même la difficulté qu'il y a certains matériaux, enfin, tu vois, tu mets de l'eau dans le sol, ça va jouer vraiment très, très différent sur les ondes P, les ondes S. Bon, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas complètement aberrant, c'est pas non plus complètement évident.
Voilà. Ouais. Je trouve que c'était une hypothèse qui était plus raisonnable que celle qui consistait à dire J'en prends une autre. choisir un phi très particulier. Voilà. On n'a que des relatifs par rapport à l'isotrope, mais on n'a pas été obligé de postuler un phi particulier. Donc je trouve que c'est un résultat un peu plus général. Mais il n'empêche qu'on a quand même été obligé de faire une hypothèse. Mais par contre, choisir un phi particulier peut te permettre de réduire le temps de référence et donc à ce moment-là de le citer plus facilement. Ouais, mais ça, on a regardé un peu et c'est quand même pas, tu gagnes pas grand-chose, quoi. De toute façon, tu es limité, comme tu es obligé dans un certain régime. Si tu regardes les temps de copartition, c'est vraiment des espèces de cloches. Dès que tu n'es pas juste au bon rapport de longueur d'onde et longueur de corrélation, tu es off tout de suite, quoi. Donc, on s'est placé aux bons endroits. Hein. De toute façon, on a pris des filles qui ne marchaient pas trop mal, mais tu gagnes pas grand-chose, en fait. Voilà. Ton phi, il te fait jouer autour de ce minimum, mais tu gagnes pas grand-chose. Ok, merci. Merci Didier. Yann? Oui, Régis, merci pour ta présentation. C'est, à un moment, j'ai eu une question qui tombe, mais c'est sur l'idée que tu as montré que ta matière ou la matière a la capacité de répartitionner l'énergie. Mais je pensais, est-ce que ça marche encore dans un milieu 2D par rapport à dans un milieu 3D? Moi, je pensais peut-être, est-ce que tu as vraiment... Ouais, je pense que ce phénomène marche que en 3D parce que tu as deux ondes S et une onde P qui peut répartitionner l'énergie. Mais c'était une idée que j'ai eue et peut-être... Non, a priori c'est quelque chose qui marche toujours. Alors après, tu as des cas particuliers. Enfin, il faut que ce soit... il faut quand même des propriétés, mais a priori, c'est assez général. Je ne veux pas dire de bêtises, mais a priori, c'est assez général. La seule chose, le fait d'avoir une onde S double, la seule chose, c'est que tu vas te retrouver avec un coefficient d'équipartition qui va équilibrer un peu différemment P et S. Donc voilà, tu vas compter 2 fois les énergies S quand tu vas calculer ton rapport, mais c'est assez général comme résultat, a priori. Donc ça marche a priori, ça marche en 2D comme en 3D. Par contre, si je peux commenter, en 1D, ça ne marche pas. En 1D, tu localises. Bah si, tu es équilibré. Non, mais tu localises. Tu localises. Oui. Alors, oui, il y a quand même une... Oui, mais sauf que l'équipartition entre un mode, c'est discutable comme question. Ouais. Ok, bien. Merci. Merci Yann. Hashmi? Oui, bonjour à tous. Salut Hashmi. Salut, ça va? Je vois qu'il y a beaucoup de barbus. Hein. On fait tous hommes de caverne. Voilà. Je vous montre la mienne. Regarde, Régis, que tu te maintiens. Bon, donc, oui, c'est des questions de dessin. Hein. Je crois que certaines choses, je les ai déjà entendues dans la bouche de Didier, mais je voulais être sûr au moins de sortir avec quelque chose en ce qui concerne les définitions des choses. Une corrélation positive, une corrélation négative, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, en gros, tu calcules la covariance. Si tu as 2 champs aléatoires, donc qui fluctuent bizarrement dans l'espace, ce que tu vas mesurer, c'est en gros, quand tu as quand en un certain point, tu as le premier champ qui est au-dessus de sa moyenne, est-ce que l'autre, il est au-dessus de sa moyenne ou en dessous de sa moyenne? D'accord. Donc, si en moyenne, quand un des champs, en un même point, hein, quand en un point, tu en as un qui est au-dessus de sa moyenne et l'autre qui est en dessous de la moyenne, et puis à l'endroit où l'autre il est en dessous de sa moyenne, en moyenne, l'autre est au-dessus de sa moyenne, à ce moment-là, c'est anticorrélé. Si en moyenne, pas en chaque point, mais en moyenne, quand l'un monte au-dessus de sa moyenne, l'autre monte au-dessus de sa moyenne, à ce moment-là, c'est positivement corrélé. Et c'est des notions qui peuvent être locales aussi, ou est-ce qu'il faut me mettre, je veux dire, alors, un peu variées Donc après, là, je ne l'ai pas dit, hein, mais toutes les hypothèses, enfin, une hypothèse importante, c'est que les champs aléatoires sont des champs aléatoires. Bon, ils sont centrés, mais ça, c'est pas important, mais ils sont stationnaires, au sens où la moyenne ne dépend pas de l'espace, la variance ne dépend pas de l'espace, donc, et puis la corrélation, la structure de corrélation, ne dépend pas de chacun des 2 points considérés, donc
donc là, en l'occurrence, quand tu regardes, quand tu dis des corrélations à une certaine distance, si tu regardes si le premier champ ici et le deuxième champ ici, est-ce que ça fait ça ou est-ce que ça fait ça? D'accord? Mais tu regardes le champ 1 et le champ 2, tu les regardes à 2 points espacés d'une certaine distance. Et donc, ces quantités-là, on va supposer qu'elles ne dépendent plus de x et de y, on va supposer qu'elles ne dépendent que de que du vecteur y moins x, ou même dans le cas qui m'intéresse ici, j'ai supposé que c'était isotrope, donc uniquement de la distance entre y et x. D'accord. Donc il y a une certaine notion de position, mais toutes les statistiques de tous les champs que j'ai considérés, elles sont invariantes par translation de tous les points que je considère. Ouais. Voilà. Autre question de curiosité, c'est la notion d'anisotropie locale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors c'est vraiment ce que j'ai montré tout à l'heure. Hein, je suppose que donc, si mon tenseur de comportement s'écrit comme ça, tu vois l'écran là ou pas? Non. Il faut que je le partage, excuse-moi. Tac. Alors ça devrait venir. C'est bon? Non. Voilà, c'est bon. Ok. Donc là, mon tenseur qui dépend de x, hein, localement, il vaut deux choses, enfin il vaut la somme de deux choses. Il vaut la somme d'un C0 qui lui est isotrope, hein, donc c'est ce que je n'arrive pas à tourner. Voilà. Donc lui, c'est un tenseur de comportement isotrope, donc c'est 0. Et je somme à ça une fluctuation qui est, elle, anisotrope. Donc évidemment, si tu fais la somme de C0 et C1, quelles que soient les racines de epsilon, hein, tu vas obtenir quelque chose qui va avoir la forme d'un tenseur anisotrope. Donc le kappa 0 plus kappa 1, ou plus racine de epsilon de kappa 1, ça me donne un tenseur, un bulk modulus qui correspond à l'isotrope. Le mu va avoir un shear modulus qui va dépendre de l'espace. Et puis il y a ce A de x qui est à moyenne nulle, mais qui donc fait que le C de x est en chaque point a priori anisotrope. Si j'avais mis A égale à 0, bah, évidemment les kappa 1 et les mu 1 vont me faire des fluctuations. Hein, mais par contre, ces fluctuations, si A vaut 0 partout, c'est des fluctuations voilà, partout le tenseur est isotrope. Si j'ai A différent de 0, partout le tenseur est cubique. Et bon, donc je suis sur cette formule-là, il y a donc une fluctuation qui à la base est censée être petite, quoi. C'est ça Exactement. Le racine de epsilon fait que j'ai une fluctuation qui est petite, et ça a été dit tout à l'heure, hein, si elle n'est pas petite, en fait, a priori, alors c'est pas toujours très bien compris ce concept-là en 3D. Mathématiquement, c'est des questions qu'aujourd'hui les gens ne savent pas complètement traiter. Hein. Il y a a priori localisation d'Anderson, et donc il y a plus de transport de l'énergie à l'infini quand le epsilon n'est pas petit. Voilà. Et pour le scaling où l'amplitude des fluctuations est d'ordre racine d'epsilon, donc petit mais pas trop petit, et où x est scalé à epsilon, donc les fluctuations sont rapides par rapport à la distance de propagation, mais de l'ordre de grandeur de lambda, parce que le lambda, il va être scalé à epsilon aussi. Ça c'est pas montré ici, hein, c'est dans les développements que je ne montre pas ici. Pour obtenir le transfert radiatif, si tu prends les fluctuations en racine de epsilon, la vitesse des fluctuations en 1 sur epsilon et les lambda en 1 sur epsilon, tu vas obtenir quelque chose qui est le transfert radiatif. Pour revenir à la question de Yann... Excuse-moi, donc c'est l'équivalent en homogénéisation classique, c'est l'équivalent de dire on prend des fluctuations qui sont d'ordre 1 sur epsilon, enfin d'ordre epsilon, la vitesse des fluctuations c'est d'ordre epsilon par rapport à la taille du domaine ou par rapport à la taille de la cellule de périodicité, et puis on va supposer, par rapport à la longueur d'onde, et puis on va supposer que l'amplitude des fluctuations dans l'homogénéisation classique c'est 1, alors que là on suppose que c'est racine d'epsilon. Par rapport à la question de Yann, c'est sûr que si on considère des modèles de structure, c'est pas qu'il faut faire un peu les choses. Donc, là, effectivement, la dimension... donc, bon, ce qui est important, c'est finalement le modal, quoi. Donc, si tu as une hypothèse de lambda, dont ton épaisseur qui est petite devant lambda, évidemment, tu as les ondes de Lamb là-dedans, ou je ne sais plus comment on les appelle, et donc c'est du 1D, quoi. C'est un peu différent. Question, c'est que ça concerne la stabilité. Il y a la stabilité que tu as évoquée tout à l'heure, mais il y a tout court, même si tu restes dans un domaine que tu as borné, tu utilises ce qu'il faut pour filtrer certaines choses au bord.
Est-ce que l'approche est stable dans le domaine lui-même? C'est-à-dire que si je change légèrement les paramètres, je sais contrôler raisonnablement la réponse. Alors, vas-y, redis ça. Qu'est-ce que tu veux dire par la stabilité au sens général, cette fois-ci. J'oublie, je suis dans un domaine, supposons que c'est borné pour éviter les problèmes d'infini, de filtrage, hein, ou d'amortissement ou périodicité. Je prends juste la boîte que je considère et puis je regarde dans ce modèle statistique avec cet ensemble de paramètres que je vais introduire numériquement. Il y a une question qui se pose qui est la stabilité numérique elle-même, c'est-à-dire que dans cette boîte-là, par rapport aux données, par rapport aux conditions initiales. Ok. Donc, alors, si je ne change pas donc ce rapport d'équipartition là, c'est hyper robuste. On a fait vraiment des centaines de calculs. Et quand un calcul lui-même, il est stable au sens stabilité du schéma numérique temporel, hein, si le calcul se passe bien jusqu'au bout, on converge toujours vers la bonne valeur, vers la valeur prédite. Donc tu peux mettre 2 fois le même milieu, enfin 2 réalisations de champs aléatoires qui correspondent à la même statistique, tu vas bien avoir la bonne chose qui va se passer. Mais je crois que ça a été même démontré théoriquement, ça pour le transfert radiatif en tout cas, sans parler d'autre chose. Pour le transfert radiatif, ta convergence vers le résultat du transfert radiatif, quand tu fais l'équation d'onde en milieu aléatoire vers le transfert radiatif, tu peux montrer que la convergence est suffisamment forte pour que tu sais que ça va se passer pour une réalisation. Tu n'as pas besoin de ta moyenne, tu n'as pas besoin de faire plein de réalisations, faire la moyenne de tes réalisations. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est exactement ça la question que tu posais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres et ceux qui m'intéressent, ce sont ceux qui seraient liés à l'aspect stochastique, modélisation stochastique elle-même, pas le paramètre numérique delta T ou des choses comme ça. Quoi. Je ne sais pas quoi te répondre d'autre que les résultats qu'on a sont très stables. Sont stables par rapport à ces paramètres-là aussi. Tu changes un peu. En tout cas, déjà, les formules qu'on obtient sont très sympathiques. Hein, tout est smooth. Après, on n'a pas fait non plus 50 000 tests. On a plus fait des tests. Alors, on a fait pas mal de configurations, notamment quand on cherchait des cas qui allaient fonctionner. On a fait pas mal de tests avec plein de milieux différents et on obtient tous les résultats se comportaient de la façon dont on s'attendait qu'ils se comportent. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas toujours à atteindre l'équipartition. Hein, des fois, ça coûtait trop cher, donc on s'arrêtait avant. Mais voilà, ça allait plus vite quand on pensait que ça allait plus vite. Ça allait aller plus vite. Ça allait plus lentement quand on pensait que ça allait aller plus lentement. Et puis, voilà, pour un même set de paramètres numériques, 2 réalisations différentes avec la même statistique, on obtenait la convergence vers le même résultat. Et d'ailleurs, même si on met des conditions limites, on convergeait vers le résultat théorique calculé sans conditions limites. C'est-à-dire que les frontières favorisent le mixing, mais ne changent pas la limite. Alors après, je pense que si tu les mets trop proches, comme il y a des ondes on fait une équipartition en supposant qu'on est en full space, donc on n'a que les modes PES. Mais si tu te mets avec une frontière, probablement qu'il y a tes modes d'interface qui vont commencer à avoir de l'importance, s'il y en a. Et donc, dans l'équilibration, il faudra les considérer. Et donc, on faisait des calculs de moyenne à quelques longueurs d'onde du bord pour ne pas avoir ces modes d'interface. Donc là, on convergeait vers la on convergeait vers la valeur théorique calculée calculée sans les bords. Je termine avec juste une question presque philosophique. Est-ce que le mixing, c'était quelque chose auquel on pouvait s'attendre et si oui, pourquoi quoi? Aux frontières ou le mixing dans le bulk avec les hétérogénéités? Dans le bulk. Ah oui, c'est quelque chose. Depuis que les gens font. Il y a des hétérogénéités, tu as ton onde, elle va changer de direction. Enfin, une proportion de ton onde, si tu regardes une certaine distance, il y a une proportion de ton énergie qui va être partie dans d'autres directions avec un changement de mode. La question, c'est de combien? Et de même qu'à une interface, si tu balances une onde P, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y en a une partie qui va repartir sous forme P avec un certain angle, une partie sous forme S avec un certain angle. On le sait. La question, c'est... Est-ce qu'on le comprend? C'est-à-dire, c'est ça que ma question. Est-ce qu'on comprend pourquoi c'est comme ça? Tu le mets dans tes équations d'onde. Et en tout cas, les équations d'onde actuelles, élastiques, linéaires, tout ce que tu veux, te l'expliquent très bien. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
Parce que quand on fait rentrer l'aspect stochastique, c'est qu'on veut se rapprocher des milieux naturels. Donc, c'est dans ce cadre-là, mais peut-être que ma question est débile. Hein, je pose. Ah non, je pense pas qu'elle est débile. Je suis pas sûr de bien la comprendre. Qu'est-ce que tu voulais dire, Didier? Oui, en fait, c'est une propriété qui est à la base de la physique statistique ou de la thermodynamique. Hein. C'est le fait répartition d'énergie, des énergies sur un ensemble de modes, c'est la base de la physique statistique ou de la thermodynamique. Hein. Et mathématiquement, ça a été démontré, je crois, très récemment par Cédric Villani. Oui. Mais bon, ça suppose quand même des hypothèses. Mais enfin, bon. Ouais. Mais ça marche dans plein de domaines quand même. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tant que ça marche, ça marche. Mais la thermodynamique n'est pas universelle. Hein. Exactement, voilà, c'est le moment de le dire. Hein, le coronavirus, c'est une singularité, quoi. Voilà. Bon, allez, merci en tout cas, Régis, pour tes réponses et plaisir de te revoir. Salut. De même. Merci, Hashmi. Nous avons une toute dernière. D'autres dans un retour prochain, j'espère. On a une dernière de Bing. Voilà, donc ma question, c'est, enfin, j'ai deux petites questions en fait qui sont peut-être un peu liées. Tu parles d'un milieu local anisotrope. Donc, ça veut dire que d'un cran à un autre, si je prends un milieu polycristallin d'un cran à un autre, dans le même C, mais un C anisotrope, donc tu as une rotation de la base locale d'anisotropie. Donc, du coup, j'ai l'impression que quand tu changes quand tu tournes, tu fais tourner la base locale d'anisotropie, tu fais varier aussi la vitesse dans une direction, la vitesse de propagation et puis le module, tout ça. Donc, j'ai l'impression que les deux choses sont un peu liées. Donc, ma question, c'est qu'à un moment donné, tu disais que tu faisais, je pense que tu notais phi mu A, phi mu mu et phi AA. Tu fais une hypothèse que toutes ces trois quantités, enfin trois fonctions, tu les prends identiques. Est-ce que derrière, tu sais quelle est l'implication de temps ou c'est... C'est un peu la remarque que faisait Didier, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de milieux où globalement les paramètres peuvent être anticorrélés, mais par contre les fluctuations spatiales, la forme des fluctuations spatiales est souvent liée aux matériaux en fait. Donc si cette forme spatiale, c'est pas vraiment aberrant, et typiquement le cas des polycristallins que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ta forme spatiale des fluctuations va être complètement contrôlée par les grains, par la localisation géométrique des grains, la position géométrique des grains. Donc après, mais est-ce qu'on peut être sûr que la corrélation de... Parce que pour moi, phi mu mu, c'est plutôt la partie, la fluctuation sur la partie un peu plus isotrope. Et puis, le phi mu A, c'est tu fais intervenir encore un autre paramètre qui décrit un peu l'anisotropie, la symétrie cubique. Donc, est-ce que ça, c'est... Enfin, je pense que les résultats numériques que tu montres prouvent que l'hypothèse elle est bonne. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que ça implique un peu. Enfin, est-ce que tu as une idée, qu'est-ce que ça implique un peu plus au niveau de interprétation physique, quoi. Bon, peut-être la question suivante liée, c'est pourquoi la symétrie cubique, et si tu passes à une autre symétrie, est-ce que il y a plus de difficultés? Est-ce que... Alors, la raison pour laquelle on a choisi le cubique, c'est essentiellement... Donc, si on avait pris un background qui n'était pas isotrope, là, je pense que les calculs auraient été vraiment beaucoup plus pénibles. Là, dans le cas non cubique, voilà, les calculs qu'on avait fait avec Ibrahim, Eric et Didier, c'est très général, donc tu peux faire la symétrie que tu veux. Okay. A priori, basé sur ces formules-là, on peut faire... Nous, on a fait cubique, mais on pourrait faire autre chose. Par contre, après, tu as plus de paramètres. Donc, ça veut dire que quand tu vas choisir... Nous, on avait juste A, quoi. Finalement, le kappa1 et le mu1, c'est la partie... Voilà, on est obligé de la mettre, hein, mais je veux dire, c'est la partie isotrope. Mais l'anisotropie est contrôlée par un seul paramètre. Alors que si tu considères d'autres types d'anisotropie, bah, tu vas avoir plus de paramètres. Donc après, qu'est-ce que tu traces, comment tu le traces, c'est plus difficile à interpréter.
Mais peut-être que dans d'autres cas, tu arrives à trouver des situations rigolotes, intéressantes, avec un peu plus de liberté parce que tu as plus de paramètres. Mais voilà, nous, on voulait juste. Voilà, on a visé le simple. C'est pour ça qu'on a choisi Cupic. Pas parce qu'on s'attend à des résultats plus exceptionnels ou. Voilà. C'était vraiment pour une question de simplicité. Ok, merci. Merci. Merci Bing. Et encore une fois, merci beaucoup Régis. C'était intéressant. Avec plaisir. C'était très agréable de t'avoir chez nous et merci beaucoup d'avoir accepté dans ce temps un peu extraordinaire. Donc, c'est très apprécié. Merci Régis. Au revoir. On a quand même des nouveaux séminaires, un programme. Je crois qu'on n'a pas encore envoyé la liste, mais on a quelques collègues de l'OMT qui l'ont accepté de présenter. Donc, bientôt, on va vous envoyer les calendriers. A priori, c'est dans 2 semaines. Camille, tu me corriges? C'est le 28 mai. C'est le 28 mai. Ok, donc on a un peu de temps, mais bientôt, on va vous envoyer les calendriers pour réserver vos dates. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Salut. Ciao.